Bonjour à tous et bienvenue. Deuxième partie de la construction de ce contrôleur qui permettra de piloter une Genmitsu V2. De nombreuses fonctions sont implémentées, je vous les affiche à l'écran. Et on va également faire quelques petites modifications pour augmenter la sécurité de connectique sur ce contrôleur. Même chose au niveau du contrôleur pour la version V1. Je vous propose également de voir comment connecter un fluide dial qui permet de piloter la CNC à distance. Alors pour ça, il faut quelques petits accessoires, notamment un M5 Stack. Là, je l'ai trouvé chez Gotronic qui fait des prix intéressants et qui livre rapidement. Alors ce contrôleur est assez fragile et il faut éviter les erreurs de branchement, mais on va voir ça. Bien sûr, il va falloir une carte fluide NC6X, on en a déjà parlé. Et quand vous faites défiler la fiche, arrêtez-vous à cette ligne. C'est le pendant module qui va permettre donc de sécuriser le branchement de ce fluide dial. C'est une petite carte que l'on enfiche sur la carte mère. Et lorsque vous faites encore une fois défiler cet article, vous avez le kit de câblage complet. Et alors là, c'est vachement pratique. Ça permet de construire votre fluide dial en 10 minutes. La programmation du dial a déjà été vue sur cette vidéo. Je mets toutes les références dans la description de la vidéo. Donc, je n'y reviens pas. Alors, voilà tous les éléments nécessaires. À droite, c'est l'ancien fluide dial. Là, maintenant, il va falloir imprimer un nouveau boîtier. Et vous avez, bien sûr, le M5 Stack et tous les deux accessoires permettant donc de le connecter très, très facilement. Vous avez tous les câbles. Pratiquement, il y a juste 4 soudures à faire. En un quart d'heure, vous construisez votre fluide dial. On va voir ensemble que le kit de câblage facilite grandement la construction de ce fluidial. C'est une petite carte que vous mettez donc dans une pièce 3D imprimée. Je pars du principe que le dial a déjà été programmé. Vous avez le bouton vert, ces deux fils qui se connectent du côté gauche, le bouton rouge qui va se connecter par ces deux fils sur le côté droit, et au centre, vous avez l'alimentation du dial. Vous branchez donc un fil rouge et un fil noir en respectant la polarité pour l'alimentation du dial. Voilà, déjà, premier point. Ensuite, vous venez connecter chaque bouton, les deux fils venant se connecter donc à droite et à gauche comme on a vu précédemment. Il n'y a pas de risque d'erreur avec cette petite carte. Le bouton ici rouge vient se connecter par ces deux fils sur ces cosses. Le bouton vert est connecté de l'autre côté. Il y aura juste 4 soudures à faire au niveau des fils des boutons et l'alimentation vient se brancher sur le petit connecteur vert qui est livré avec le dial. Mais là où c'est pratique, c'est avec ces câblages. Alors, les câblages, il faut quand même les travailler un petit peu. Il faut sortir ce détrompeur là. Alors, que d'un côté, vous le faites. Vous le coupez doucement comme ceci, ça vient assez facilement, mais vous le faites que sur une seule extrémité. L'extrémité que vous n'avez pas touchée, vous venez la brancher sur le support blanc que vous avez au niveau de la carte avec le détrompeur. Vous ne pouvez pas vous tromper de sens. Vous l'enfoncez complètement à fond et ensuite vous venez le connecter sur la partie droite. Vous avez un détrompeur également qui vous évite toute mauvaise manipulation. Voilà, du côté droit, c'est branché. Ben, vous faites la même chose du côté gauche. Et vous voyez qu'en 5 minutes, ben, vous avez fait votre dial. C'est terminé là, hein. Il faut savoir qu'une erreur de connexion sur le dial peut détruire celui-ci, mais peut également détruire le SP2 sur votre carte contrôleur. Alors ça vaut le coup vraiment d'acheter ces petits accessoires. Ils ne sont pas très chers et vraiment, vous voyez, c'est très facile à construire. Vous repliez un petit peu les fils pour qu'ils rentrent dans le coffret. On met la face avant et la face arrière ensemble. 4 vis pour solidariser les deux parties. Vous voyez que c'est très vite construit. Et cet accessoire vraiment est très pratique. Il vous permet de piloter complètement votre CNC sans avoir besoin de la brancher sur un ordinateur. Vous pouvez faire toutes les fonctions possibles. C'est ce que nous allons voir un petit peu plus loin dans la vidéo. La deuxième partie du kit va être installée au niveau du contrôleur lui-même. Pour ça, la face avant va être un petit peu modifiée. Avant, il y avait un bouton
style aviation avec 4 broches, mais maintenant on va installer, un connecteur RJ12 en façade. Donc elle est un petit peu modifiée, vous rebranchez les 2 fils qui permettent de remettre la machine au point home en appuyant sur un bouton, l'alimentation, bon, on l'a vu dans la vidéo précédente, et ensuite vous avez le câble RJ12, ce prolongateur que l'on va fixer au niveau de la carte mère. Cette carte vient s'enficher sur le slot d'extension et je vous conseille de mettre déjà le câble RJ12, ça sera plus facile ensuite pour l'installation finale. Vous avez un petit support qui permet de visser la carte. Alors, il existe également sur le wiki officiel ce support, mais j'avais déjà fait cette entretoise. Bon, je l'ai conservé. On vient brancher la carte en mettant uniquement les 5 connecteurs les plus à droite enfoncés. Les autres restent dans le vide. Vous sécurisez ensuite celle-ci pour qu'elle ne bouge pas. Et voilà un petit peu le montage final. Alors, il va falloir faire passer le fil un petit peu sur les côtés et un peu en bas pour qu'il ne touche pas le ventilateur qui a au-dessus du boîtier. Faites également attention au fil d'antenne, qu'il soit un petit peu vers le bas. Voilà, vous avez votre boîtier terminé. Vous voyez que les modifications n'ont pas pris beaucoup de temps. Voilà donc le look final. Le seul changement donc est cette connectique RJ12 en façade. Alors en parlant de RJ12, pour relier, le dial et le contrôleur, on va utiliser un câble téléphonique, mais choisissez un câble téléphonique RJ12. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait, lorsque vous regardez, son extrémité, qu'il ait 6 slots, hein. Certains câbles n'en ont que 4, alors vérifiez bien qu'il ait 6 slots. Je vous donne les références dans la description de la vidéo. Il suffira ensuite de l'enficher au niveau du contrôleur et sur le dial. Voilà, il n'y a aucun risque de mauvais branchement en utilisant ce kit et en mettant un câble RJ12. Alors attention, toute la connectique de ce connecteur a été réalisée avec soin, mais je n'ai pas pu le tester sur une machine réelle. Donc si vous le construisez, c'est sous votre propre responsabilité. Il faudra faire des modifications dans FluidNC et je vous tiendrai au courant de l'évolution. Alors, l'installation de FluidNC peut poser certains problèmes et je vous ai préparé un dossier que vous trouverez en description de la vidéo. Vous le téléchargez et il suffira juste de cliquer sur Install Wi-Fi BAT pour que FluidNC s'installe. C'est une version stable avec toutes les options que l'on va voir sur cette vidéo, à savoir le calcul de la hauteur de la fraise, la possibilité de mettre le dial et éventuellement, si l'on souhaite, un ATC. Une fois que vous avez, téléchargé, à ce niveau-là, vous tapez le numéro de votre carte là et tapez contrôle U pour télécharger le fichier de configuration que vous trouverez également dans le dossier téléchargeable. Il faudra peut-être le modifier ensuite pour l'adapter à votre machine. Voilà, c'est terminé, votre, contrôleur est prêt à fonctionner. Vous voyez que là, c'est pas sorcier, vous n'avez juste qu'un bouton à cliquer. Vous connectez votre contrôleur sur votre ordinateur et vous lancez le FluidNC Web Installer. On va se connecter sur la carte. La connexion établie, vous allez sur la gauche sur File Browser et un fichier est à modifier si vous utilisez un ATC. L'index html.gz doit être modifié et vous allez le trouver dans le dossier téléchargeable sous Rapid Change. Vous cliquez sur le fichier et vous l'installez. Là, je ne vais pas le faire, il a déjà été fait. Alors, à noter que si vous n'utilisez pas d'ATC Rapid Change, vous pouvez quand même l'installer, ça ne posera pas de problème par la suite. Alors, quelles sont les modifications apportées par le changement de ce fichier? On va se connecter sur la carte contrôleur en Wi-Fi. Vous trouvez Fluid NC dans le réseau Wi-Fi lorsqu'elle est branchée. On va attendre que la connexion se fasse et vous tombez sur l'interface de FluidNC classique auquel vous êtes habitué avec tous les onglets en haut de la page et vous en avez un supplémentaire où vous avez le mode tablette qui vous permet de la piloter avec une tablette et vous avez Rapid Change. Alors là, ça vous permet de faire tous les paramétrages pour installer le Rapid Change. On l'a vu également dans la vidéo que je vous ai donnée en référence tout à l'heure. Lorsque vous avez donné toutes les valeurs en fonction de votre machine, cette interface vous permet de créer un fichier texte
que vous pouvez copier et coller ensuite dans votre fichier de configuration de fluide NC. Ça évite ainsi toute source d'erreur pour la gestion de l'ATC. Vous voyez qu'il y a de nombreuses lignes qui ont été faites par cette interface. Lorsque vous êtes connecté à votre contrôleur en Wi-Fi, vous avez la possibilité de voir tous les fichiers de travail stockés sur la carte SD et vous pouvez lancer ceci directement en cliquant sur les icônes. Alors une option pratique, c'est la possibilité de créer des macros. Les macros, ce sont des fichiers texte qui finissent par .g et je vais vous en montrer certaines. Là, par exemple, c'est pour vider la tête de la TC. Vous voyez, c'est juste 4 lettres. Vous avez une autre macro qui permet de charger la tête 1. Alors, tous ces ordres, ces macros sont possibles uniquement avec la version de Fluid NC que je vous propose. Également, la possibilité de fermer ou d'ouvrir automatiquement le dust cover autour du rapid change. Mais vous pouvez également mettre des codes GRBL dedans. Celui-ci, par exemple, permet d'avancer la tête pour pouvoir mettre, on va le voir dans la vidéo, la dessous plus facilement. Donc, une fois que vous avez créé ces macros, pour les mettre au niveau de Fluency, c'est très simple, hein. Vous mettez un nom, vous choisissez ensuite une icône. Alors, vous avez un nombre choix d'icônes, une couleur éventuellement. La cible, ça va être l'ESP, là, ici, et vous donnez le nom de la macro que vous avez créée précédemment. Alors, ne vous trompez pas dans ces noms de macros, sinon le système ne s'y retrouvera pas. Voilà. Alors, dans les macros qui ont été réalisées, elles sont toutes listées sur la droite de l'écran. Alors, en jaune, ça permet donc de mettre là-dessous. Les bleus pâles, c'est pour gérer la TC, et les bleus foncés vont gérer le dust cover. La face avant du contrôleur V1 est modifiée. En effet, le bouton d'alimentation était un petit peu faible en ampérage, mais on pouvait pas en mettre un plus gros. Et maintenant, on va installer une prise RJ12. Alors voilà la nouvelle façade que je vous propose. Sur la partie gauche, vient se fixer ce boîtier. Vous trouverez également les plans dans la description de la vidéo et qui va accueillir les boutons qui prennent un petit peu de place. Voilà, une fois mis en place, vous avez le bouton d'alimentation, le bouton Home et le connecteur RJ12 qui trouve sa place dans le boîtier que vous avez imprimé en 3D. Il va être nécessaire de remplacer le support de la carte mère. En effet, les wagons sont verticaux et il faut que maintenant ils soient horizontaux et en plus il faut gagner 3 mm en hauteur à cause de la carte RJ12. Alors voilà comment se disposent maintenant les wagons. Alors c'est un petit peu difficile à les mettre en place, mais ils rentrent. Pensez à mettre un petit peu de couleur dessus pour distinguer le 24 volts, le 5 volts et la masse. Là, c'est imprimé en PLA carbone pour une rigidité accrue. Ça va en effet maintenir les parois latérales. Et regardez la différence avec du PLA simple. Enfin, c'est du PLA+, mais le carbone, c'est quand même vraiment beaucoup plus rigide. On va brancher en premier lieu le bouton marche arrêt. Vous faites passer les 3 fils dans un petit orifice qui est sur la gouttière et vous les faites glisser vers l'arrière. Alors mettez-les dans la rainure de gauche, dans la rainure de droite, il y a les câbles qui sont spécifiques au end-stop. Ça permet de les séparer un petit peu physiquement. On remet par-dessus le couvercle pour maintenir tout ça en place. Et puis en plus, c'est plus propre. Vous faites ensuite glisser le câble du prolongateur RJ12 sur le passage que vous avez à gauche du boîtier et il ressort un emplacement qui est prévu au niveau du support de la carte mère. On commence par brancher les 2 fils du bouton Home qu'on a dû défaire pour changer le support de la carte. Vous mettez en place la face avant et orientez les fils vers le bas du bouton d'alimentation pour que la face avant soit tout à fait contre la carte mère. Là, il n'y a pas de problème. Pour la connexion des fils, c'est assez simple. Vous avez 2 fils rouges et un fil noir. Le premier fil rouge, vous venez le connecter sur le wagon qui reçoit le 24 volts.
On a ainsi utilisé pratiquement tous les câbles sur ce wagon. Le câble noir vient ensuite se brancher sur le wagon qui recueille la masse. Et enfin, vous avez le dernier fil rouge qui va venir se connecter au niveau de la prise extérieure. Alors faites bien attention à la polarité. Si vous avez branché le premier contrôleur, le rouge est vers le bas. Maintenant, le module RJ12, ben, on vient le positionner comme on a fait sur l'autre contrôleur. Vous venez brancher les 5 COS. Et enfin, vous venez connecter le câble RJ12 sur cette petite carte. Voilà, c'est terminé. Alors vous voyez qu'avec le connecteur RJ12, c'est surélevé. Donc c'est pour ça qu'il a fallu abaisser un petit peu l'implantation de la carte mère. Voilà, votre boîtier est maintenant fini. Vous mettez les cornières aluminium de chaque côté. Alors pour le boîtier en question, je vais vous mettre la référence de la vidéo. Également, vous l'avez en haut de l'écran pour vous repérer un petit peu plus facilement. Ensuite, on met le couvercle. Alors, commencez toujours par insérer la partie arrière du couvercle et vous l'enfoncez jusqu'à ce que vous sentiez que ça soit bien clipsé. Pressez au niveau de la face avant, elle vient se mettre contre un petit rebord et vous pressez fermement les 4 coins. Voilà, votre boîtier a été un petit peu modifié avec cette excroissance sur la partie gauche. Alors la face supérieure a été également refaite pour camoufler le support RJ12. Tous les plans sont dans la description de la vidéo. Nous allons voir quelques possibilités que vous offre ce contrôleur. Alors là, ici, c'est la version V1, puisque la version V2, je ne peux pas la tester. Et on va brancher le pendant dessus pour vous montrer en fait, que vous pouvez gérer complètement votre CNC. Au lancement, il se met en mode alarme, c'est-à-dire que tout est bloqué. C'est une sécurité obligatoire. Le système va en effet demander, vous voyez dans le petit rectangle orange, alarme unhomed, la machine n'a pas eu de point home machine, donc le bouton vert permet de faire le point home machine. C'est une étape nécessaire avant tout usinage avec une CNC, et le fait que cette alarme le rappelle, ben, c'est une bonne chose. Alors vous avez également les fonctions de jog. Alors vous pouvez déplacer les axes X, Y, Z en appuyant sur le bouton rouge, on déplace sur la gauche, le bouton vert vers la droite. Le fait d'appuyer en bas de l'écran permet de changer d'axe. Là, je suis passé sur l'axe Y, on fait les mêmes mouvements, et même chose sur le Z. On peut modifier la vitesse de déplacement des axes en appuyant sur les parties droite et gauche de l'écran. Alors, les macros qu'on a créés, ben, on va voir, elles sont directement accessibles depuis le dial. À noter que toutes ces fonctions sont gérées automatiquement dans le code GRBL que vous envoyez à la machine, mais il existe toujours une possibilité manuelle, là par exemple pour fermer le dust cover, et même chose, on peut l'ouvrir. Toutes les fonctions automatisées ont leur alter ego manuel, hein. Ça permet de se sortir de toutes les situations. Et vous voyez que le système répond instantanément, sans aucune difficulté. Ce petit pendant, c'est vraiment, ça vous évite complètement l'utilisation de l'ordinateur. Alors, par exemple, là, je vais demander de vider la tête, mais la tête est déjà vide. Et vous voyez que le fait d'appuyer dessus, ben, ne fait rien du tout. Il y a une sécurité pour la gestion de l'ATC. Là, par contre, je demande de mettre l'outil numéro 1. L'outil numéro 1, c'est le plus près de nous. Et là, comme il n'a pas d'outil sur la tête, il va effectivement réaliser l'opération. Il installe l'outil sur la tête et vient automatiquement calculer sa longueur. Le système permet en effet, lorsque vous mettez une planche à travailler, de calculer le point Z0 sur le dessus de la planche automatiquement en fonction de la longueur de chaque fraise. On va maintenant demander de mettre l'outil numéro 2. Mais le système est encore une fois sécurisé. Il calcule, il a vu qu'il avait l'outil numéro 1 déjà inséré dans la tête. Il mémorise donc toutes les positions d'outils et va ensuite vider la 1 et installer la numéro 2. Je viens de
Alors vous avez noté une petite interférence électromagnétique au niveau du dust cover. En effet, en rebranchant la machine, le fil, il faut le mettre un petit peu à distance, chose que je n'avais pas fait. Mais ce système de calcul de longueur des fraises est vraiment très pratique au quotidien. Autre chose également, là, une fraise est en place. Lorsque vous démarrez la machine, si une fraise est sur le membrane, vous appuyez sur vider. Le système va automatiquement reconnaître quelle fraise est utilisée et la redisposer dans le bon slot. Ici, c'est la numéro 2. Lors de vos usinages utilisant plusieurs fraises, ce système est quand même très pratique et sécurisé. Maintenant, alors j'ai créé également une macro dessous qui permet de positionner la tête complètement en avant. Et lorsque vous faites un usinage, lorsque la fraise a été calculée, la longueur de fraise a été calculée, il est possible ensuite de mettre ou de sortir la dessous avant de lancer l'usinage. Vous avez la possibilité d'avoir les fichiers de travail directement accessibles depuis le dial et vous pouvez les lancer directement depuis celui-ci. Je vous dis, l'ordinateur n'est plus nécessaire du tout. Et bien sûr, on va tester l'arrêt d'urgence. Sur le dial, tous les messages d'erreur sont sur fond orange. Là, vous voyez que vous avez DOR qui est mentionné. En effet, le bouton d'arrêt d'urgence est connecté sur le connecteur DOR sur la carte FluidNC. On désactive le bouton, vous voyez que maintenant ça devient blanc au lieu d'orange. L'appui sur le bouton vert vous permet de continuer le travail après avoir corrigé l'erreur et le bouton rouge arrête complètement tout le système. Le bouton Home en façade permet de faire revenir la machine au point Home. Alors, ce bouton ne fonctionne que lorsque vous avez fait un Home Machine au préalable. Le cordon extensible du dial, c'est un cordon de téléphone, vous permet de vous déplacer facilement un petit peu à distance de la CNC. Vous avez en effet 1,50 m, je crois à peu près, donc c'est très pratique. En façade, vous avez la possibilité de mettre la carte micro SD et bien sûr de brancher votre ordinateur sur la prise USB si vous souhaitez piloter votre contrôleur depuis l'ordinateur. Voilà donc ce que vous permet cette carte FluidNC 6 axes. Alors c'est un contrôleur qui quand même permet beaucoup de choses que vous pouvez réaliser pour un prix de revient qui est quand même très correct. Le dial ne revient qu'à peu près à 50-60 € pour le créer. On ne peut pas trouver moins cher. Voilà, bon, j'ai pu tester sur la version 1 de la Genmitsu, sur la version 2, ben, je ne peux pas. En attendant, je vous dis à la prochaine.